Merci beaucoup Nicolas. Effectivement, on va faire cette première table ronde de la journée avec 5 superbes acteurs. La première table ronde, on va être ensemble pendant 45 minutes sur le thème, ou plutôt la question de comment les acteurs français et internationaux du secteur financier peuvent contribuer à la sécurisation de l'économie. Je vous laisse vous présenter juste après, je vais le lister tout de suite, mais nos intervenants aujourd'hui vont être Dounia El Bakkal, Frédéric Divarez, Rodolphe Bernard, Franck Chemin et Laurent Verdier. Je vous laisse vous présenter. Dounia peut-être pour démarrer. Bonjour, bonjour et merci à Finance Innovation pour cette invitation à cette table ronde. Donc, mon nom est Dounia El Bakkal, je suis directrice produit chez Mastercard France et responsable des solutions de cybersécurité et de lutte contre la fraude. Nous accompagnons nos partenaires sur leurs problématiques et leurs besoins en matière de protection contre les risques de fraude, mais aussi contre les risques cyber, digitaux et on aura l'occasion d'en parler de risques dits systémiques. Et nos clients sont globalement des institutions financières, des commerçants, des fintechs et des institutions publiques. Merci beaucoup. On va continuer. Rodolphe Bernard, si vous souhaitez continuer. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ravi d'être ici parmi vous. Moi, je suis Rodolphe Bernard. Je suis en charge chez LCL pour le marché des entreprises et les institutionnels de la direction de l'innovation. Et je suis aussi le créateur, accessoirement, de programmes d'accompagnement à la transformation de nos clients qu'on a nommé LCL Smart Business, dans lequel, évidemment, l'univers de la cybersécurité est très présent. Je vous raconterai tout ça juste après. Très bien, merci. Frédéric Divarez. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Divarez, moi je m'occupe du B2B et des réseaux spécialisés au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea. Réseau spécialisé, c'est 2 filiales, Financo dans le crédit consommation, CFCL, le rachat de crédit hypothécaire, et si je passe maintenant côté B2B, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, Monext, spécialisé dans les paiements, leader français des paiements avec 6 milliards de paiements en nombre de transactions par an. ProCapital dans le domaine du titre, Nextalk dans la relation client et Arkea Banking Services qui propose des services en B2B, en marque blanche, de fonctions bancaires, de tous les services bancaires possibles que peut émettre une banque. Merci Frédéric. Franck Chemin. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Chemin. Donc, moi, je dirige une filiale du Crédit Agricole Alpes-Provence qui s'appelle donc Cyberway. Alors Cyberway, c'est un peu particulier, c'est une démarche d'intrapreneuriat, donc c'est une start-up qui a été créée localement dans une banque, avec un objectif assez simple, aider nos clients autrement, avec finalement un savoir-faire qu'on a dans une banque en matière de cybersécurité, mais également une volonté d'agir sur le terrain, finalement pour adresser les PME, mais également les TPE sur le territoire français. Voilà. Merci. Et Laurent Verdier. Bonjour à toutes et à tous. Ah. Le coup du micro qui ne marche pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Verdier, directeur sensibilisation et formation au sein du dispositif national de prévention, de sensibilisation et d'assistance aux victimes de cybermalveillance qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr que certains d'entre vous connaissent, j'espère. Alors, à titre personnel, je ne suis ni économiste ni financier. Je suis officier de police, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine de la cybercriminalité et sans être économiste et financier, j'ai pu voir malheureusement au cours des enquêtes ou des opérations de cyberdéfense menées avec l'ANSSI, souvent la poussière cachée sous le tapis. Donc c'est fort de cette expérience que j'ai intégré ce dispositif depuis septembre 2020. Merci beaucoup. Et bien dans ce cas, la première question sera pour vous, mais bien sûr pour vous tous par la suite. Selon vous, pourquoi est-ce que les institutions financières, les acteurs privés, internationaux, doivent participer à la sécurisation de l'économie? Alors c'est une très bonne question. Avant d'y répondre, en tout cas avant de proposer des pistes de réponse, parce que j'aurais le directeur de Finance Innovation l'a bien souligné tout à l'heure, il faut vraiment un domaine où il faut rester humble. Avant de vous proposer des pistes de solutions, je vais très rapidement rappeler ce que nous sommes, nos missions et nos publics, tout simplement
pour éviter de vous sortir des chiffres du chapeau, hein, comme un lapin. Donc cybermalveillance.gouv.fr, c'est un guichet unique qui a été lancé en octobre 2017, après avoir été incubé plus d'1 an et demi au sein de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en copilotage avec le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque, il y avait un énorme trou dans la raquette, si vous me passez l'expression, en matière de protection pour 3 publics fondamentaux: les particuliers, les TPE, les PME et les collectivités territoriales. Pour ces 3 publics, le dispositif a été lancé avec 3 missions essentielles. La première, assister ces publics, c'est-à-dire fournir une assistance immédiate, pratique, accessible à tous, si un représentant de ces publics est victime d'une cybermalveillance. Deuxième mission, concevoir et mettre à disposition de ces publics d'une manière complètement gratuite des contenus en matière d'information des menaces, de définition des cybermenaces et enfin des outils de sensibilisation. Et troisième mission essentielle, à l'aide de ces 2 premiers axes, enrichir, capitaliser sur des données statistiques pour remonter ces éléments à nos autorités pour mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine. Donc ce guichet unique, après 5 ans, il peut se vanter d'avoir assisté, c'est-à-dire dépanné plus de 750 000 victimes, dont 280 000 pour la seule année 2022. C'est vous dire si les cybermenaces ne cessent d'augmenter. Hein, à notre niveau, c'est vraiment l'année 2020 qui a été une année charnière, avec les différents confinements qui ont marqué la crise sanitaire et la mutation, la transformation, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, vous l'avez vécu, la transformation de nos habitudes numériques, qu'elles soient à titre pro ou à titre perso. Qu'avons-nous observé en termes de tendance pour l'année 2022? Alors, tout public confondu, la première menace est celle de l'hameçonnage. Ces faux mails, ces faux SMS, ces appels qui semblent provenir d'un interlocuteur connu ou de confiance, mais qui sont forgés de toutes pièces pour vous forcer, vous mettre dans un état de stress ou au contraire vous appâter et vous faire communiquer un mot de passe, un accès, un document financier, un document administratif, ou encore vous faire cliquer sur un lien malveillant qui va télécharger à votre insu une sale petite bestiole sur le système d'information de votre organisation. Ça, c'est vraiment... Et pour les professionnels, c'est un petit peu un changement, puisque depuis 2020, ce sont les ransomware, les rançongiciels, ces petites bestioles qui vont chiffrer, c'est-à-dire rendre inaccessible l'ensemble des données sur votre système d'information, qui tenaient la première marche du podium. Deuxième menace pour les professionnels, le piratage de comptes en ligne. Nous avons démultiplié les services, les accès. On évoquait le cloud tout à l'heure, mais il y en a énormément aujourd'hui pour une entreprise. Et malheureusement, nous protégeons ces accès, ces services avec des mots de passe trop faibles, trop facilement devinables, ou alors un mot de passe fort, mais que nous allons utiliser pour l'ensemble de ces services. C'est vous dire que si les attaquants découvrent, mettent à jour d'une manière ou d'une autre ce fameux mot de passe, ils ont l'intégralité de notre identité et de notre activité numérique entre les mains. Et enfin, troisième menace qui reste prégnante, même si elle a reculé, celle des rançongiciels. Donc aujourd'hui, il est important de dire que ces attaques ne baissent pas. Elles sont en augmentation constante et aujourd'hui nous avons un tissu entrepreneurial que nous côtoyons au niveau de cybermalveillance.gouv.fr assez régulièrement, puisque nous nous adressons très régulièrement aux chefs d'entreprise, un tissu entrepreneurial qui est déjà très hétérogène, composé vraiment de différentes entités qui ne se ressemblent pas et surtout qui, selon moi, manque encore aujourd'hui de maturité parce qu'il y a un problème de prise en compte des enjeux liés au risque cyber. Alors je pense qu'on arrive déjà sur la question suivante, alors je préfère vous arrêter tout de suite. Merci beaucoup, on le rappellera jamais assez, cybermalveillance.gouv.fr, c'est important pour tous. Côté institution financière, Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors côté B2B, on a un vrai sujet, c'est de protéger les clients, je pense que comme tous ici. Donc les clients particuliers dans la banque traditionnelle, hein, donc ça c'est assez classique aujourd'hui et bien connu. Maintenant dans le monde des entreprises, les attaquants, les attaques de cyber ont pour vocation à mettre en stress les entreprises pour derrière leur réclamer souvent une rançon. On a également de l'usurpation d'identité. Donc nous, notre rôle, c'est qu'à travers les volumes,
on n'a pas attendu non plus ni la régulation ni les attaques. On est soumis en permanence à des attaques de tout type. Je prends un exemple, les attaques DDoS. On était dans les premiers à subir des attaques DDoS, donc de déni de service, juste pour rappeler. Donc c'est une attaque en masse coordonnée à une échelle mondiale pour faire tomber une bande passante et éviter perturber le service des entreprises. On se rend compte qu'à travers ces attaques-là, d'abord, ces attaques évoluent en permanence. C'est jamais acquis, ça a été dit. Hein. Les hackers évoluent et tirent une expérience de chaque attaque pour que la suivante soit encore plus complexe. Donc personne n'est épargné et donc les entreprises et le B2B viennent chercher chez nous en fait notre expérience et notre capacité à réagir face à ces attaques. Merci beaucoup. Rodolphe, comment est-ce que vous voyez cette sécurisation, ces aspects ? En fait, je la vois à deux étages. En fait. Il y a une phase amont et une phase aval. Dans la phase amont, notre rôle, c'est évidemment de sensibiliser nos clients. Moi, ça fait 5 ans que je travaille sur le terrain sur ces sujets-là. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ils sont trop souvent très sûrs d'eux, en fait, nos clients. Ça ne va jamais leur arriver. En fait, c'est toujours pour le voisin. Et malheureusement, le problème, c'est pas vraiment si ça va leur arriver, mais quand ça va leur arriver et comment ils sont préparés le jour où ça va leur arriver. Et donc, évidemment, sur cette thématique-là, on a beaucoup de choses à leur pousser et à apprendre aussi d'eux, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de clients chez les grands comptes, même parfois chez les toutes petites TPE-PME, qui ont fait des tas de belles choses. Et quand on sait aller les écouter un peu et les interroger, on en récupère aussi des tas de bonnes choses de notre côté. Ça, c'est la phase amont. Sur la phase aval, évidemment, l'impact des incidents quand il a lieu, au moment de la crise, la gestion de cette crise, et puis ensuite l'après-crise et les conséquences financières de la crise, qui peuvent être multiples là aussi, quel que soit le format d'incident, c'est la triple peine en fait. Le client, il a ses incidents, il a ses problématiques à gérer, et souvent il est mal préparé. Ça met le bazar, c'est la deuxième peine avec son banquier au quotidien, pour lesquels parfois il peut même nous reprocher un certain nombre de choses à ce moment-là, sous les conseils de son juriste ou pas. Et puis souvent dans l'entreprise, parce que 80% des incidents c'est entre la chaise et l'écran, il y a une personne qui a fauté, qui a mal fait le truc, parce qu'elle était peut-être pas bien formée, parce qu'elle était, voilà, elle a fait les mauvais usages et elle a déclenché l'incident. Et quand on arrive à mettre la main dessus, malheureusement pour elle, elle passe aussi souvent un sale quart d'heure. Ça vaut pour la fraude au président, by the way. Et donc sur ce volet-là, on a là aussi beaucoup de messages à leur passer et de solutions concrètes à leur apporter, des solutions de préparation, de mesure de la maturité cyber et des solutions de transfert du risque résiduel vers le monde des assureurs. Et c'est le troisième axe en aval, évidemment sur lequel le groupe Crédit Agricole est très actif avec une offre d'assurance cyber dédiée aux PME en partenariat en JV avec Hiscox Pacifica d'une part, et des partenariats stratégiques pour nos clients ETI et grands comptes qui ne rentrent pas sur ces thématiques-là, notamment pour nous un partenariat stratégique avec le cabinet BC. Et sur toutes ces phases amont dont j'ai parlé, notre partenaire de prescription a été choisi, soigneusement testé pour nous-mêmes d'abord, pour un certain nombre de clients testeurs, puis ensuite diffusé dans le cadre de Smart Business et son univers cyber. Et pour nous, c'est le partenaire Allemande qui a été choisi il y a déjà maintenant 5 ans de ça, et son spin-off sur la maturité cyber qui s'appelle Board of Cyber, dont indirectement vous avez entendu parler ce matin, puisqu'ils sont à l'origine aussi de ce qui va sortir en matière d'observatoire des communes dont parlait la vice-présidente derrière. Voilà. On aura sûrement effectivement l'occasion d'en parler après. Merci beaucoup. Franck Chemin, côté Cyberway. Oui, donc oui, il y a un sujet que tu évoquais tout à l'heure, c'est le pourquoi. Je pense que c'est important de rappeler le pourquoi. Pourquoi Cyberway, et ensuite on évoquera un petit peu le comment, mais avant le pourquoi. Alors il y a 2 points que je vais soulever, pas 50, hein, il y a vraiment 2 points qui me paraissent très pertinents. Le pourquoi est-ce qu'une banque finalement fait de la cybersécurité, sort du château fort et va échanger avec ses clients sur le terrain pour leur dire, bon, bah, on va vous expliquer par où commencer et puis combien ça va vous coûter. Ça, finalement, ça se passe déjà plutôt bien dans le sens où on a un savoir-faire en cybersécurité. Et étonnamment, lorsqu'on parle de cybersécurité, nos clients nous écoutent. Parce que ça fait un certain temps quand même qu'on a construit une banque et que la banque finalement résiste plutôt bien à des cyberattaques. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on est clairement en un rôle de tiers de confiance. Un peu lorsque votre médecin vous dit de faire du sport,
et que vous savez que vous devez faire du sport, et puis au final, quand c'est le médecin qui vous le dit, vous allez peut-être en faire un peu plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt de se dire, alors je vais vraiment être très transparent, c'est qu'on a, de par notamment notre positionnement du Crédit Agricole Alpes-Provence, sur notre région, notamment, mais pas que, une volonté d'accompagner notre territoire pour qu'il puisse faire face à ces nouvelles menaces, qui sont des menaces cyber. Et l'idée pour nous, c'est finalement les accompagner autrement, mais avec un intérêt qui est convergent. Là, on va faire appel un peu à notre volet de banquier. Si demain, nos clients subissent des cyberattaques et ne s'en remettent pas, on va avoir un sérieux risque de contrepartie. Donc la question pour nous, c'est comment finalement faire face à ce phénomène. On évoquait les JO 2024, on évoque finalement plein de tensions internationales. Et finalement, moi je suis convaincu que ça va arriver, hélas. Et le sujet, il n'est pas finalement qui va le faire, mais combien on va être à pouvoir finalement accompagner les PME, mais également les petites entreprises, nos startups, nos TPE, sur ce territoire qui est finalement parfois un peu oublié de la cybersécurité, où on a beaucoup investi pour sécuriser nos grandes institutions, mais sans les TPE et les PME, on a toujours un prestataire finalement qui peut être fragile. Et ça, c'est aussi le challenge qu'on tient avec Cyberway. Ça, c'est pour donner le pourquoi. Je ne sais pas si je réponds au comment tout de suite. Ou après. Non, surtout pas. On n'aura pas le temps. Ça marche. On n'aura pas le temps. Merci beaucoup, c'était très clair. La dernière intervenante pour cette question, en tout cas, Dunia, je vous laisse la parole. Oui, alors pour rebondir sur ce que Franck disait, effectivement, la cybersécurité, c'est pas l'affaire de qui, c'est l'affaire de comment. Et nous, c'est notre vision aussi. C'est vraiment l'affaire de tous. C'est une complémentarité d'expertise. Il n'y a pas deux solutions miracles. C'est souvent, d'ailleurs, en matière de fraude, en matière de paiement, c'est déjà le cas. C'est une complémentarité de solutions. Et c'est l'intelligence collective qui va faire la force. Ça, c'est notre vision chez Mastercard. Alors, pourquoi Mastercard ? Pourquoi est-ce qu'un acteur international comme Mastercard et qu'est-ce qu'on peut apporter ? D'abord, quelque part, en tant qu'acteur technologique international, c'est déjà dans notre ADN. On a une véritable expérience de la sécurisation d'un écosystème complexe. Vous savez que le monde des paiements est un monde particulièrement attaqué forcément par les cyberattaques. Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons, notre cœur des métiers est déjà d'interconnecter via une infrastructure de réseau différents acteurs importants de l'économie pour faire en sorte qu'une transaction de paiement se passe le plus simplement possible, le plus rapidement possible, en quelques millisecondes, mais surtout de façon le plus sécurisée. Et finalement, c'est transparent, mais on ne le voit pas. Mais cette transaction, elle part d'un point A à un point B. Et il y a énormément d'acteurs dans la chaîne. Un utilisateur du paiement, donc que ce soit une entreprise ou un particulier, elle va passer par sa banque, elle va passer par notre réseau, elle va aller chez le commerçant. Et ça se complexifie parce que la digitalisation aidant, l'écosystème se complexifie, on a un nombre d'acteurs qui se multiplient, on a des innovations, on a l'open banking, on a le cloud, qui fait que finalement, les parties prenantes sont plus difficiles à identifier et ça multiplie le nombre de vulnérabilités. Donc on n'a pas d'autre choix chez Mastercard. On a un leitmotiv qui est le Security by Design, que d'investir et de renforcer, d'être à la pointe de la technologie en matière de sécurité. Donc on a une véritable expertise et légitimité d'accompagner nos partenaires bancaires dans ce domaine-là. Ensuite, on a aussi cette expérience de travailler, d'avoir été finalement quelque part toujours régulé. Donc on travaille avec bien évidemment les régulateurs européens, internationaux, les régulateurs locaux. On a cette habitude de transposer la réglementation dans nos propres règles en termes de réseau. Il y a eu le règlement des SP2, le règlement des SP2 qui a introduit l'authentification forte. Il y a eu les RGPD bien évidemment et il y a maintenant DORA. Donc on a cette habitude de travailler main dans la main avec les pouvoirs publics et avec les régulateurs pour collaborer et faire en sorte que cette force collective et cette intelligence collective viennent contribuer à la protection de l'écosystème et à la résilience de l'économie de manière générale. Un exemple, depuis plus d'un an, nous avons formé d'ailleurs en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France plus de 1500 TPE et PME à justement développer une culture de la cybersécurité via des webinaires mensuels qui sont donnés en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. C'est un exemple parmi d'autres de la collaboration et de ce qu'on peut apporter à la résilience de l'économie. Effectivement, vous l'avez évoqué, institutions européennes, acteurs internationaux et DORA. L'actualité ne parle que de DORA. Au final, qu'est-ce que DORA et qu'est-ce que ça implique dans l'écosystème financier ?
Oui, c'est une bonne question. Alors, rapidement, DORA, donc le règlement DORA vise à renforcer la résilience des acteurs financiers, notamment des assurances aussi. Il va entrer en vigueur en janvier 2025 et il s'articule autour de 4 piliers. Donc la gestion des risques informatiques, la déclaration des incidents, la réaction aux incidents, les tests, et le 4e pilier, c'est la gestion des tiers. Si les 3 premiers piliers s'inspirent finalement de ce qui se fait déjà globalement en entreprise aujourd'hui, ce qui est relativement bien maîtrisé, nous, on a quand même le sentiment que le dernier pilier, qui est la gestion des risques tiers, pose quand même beaucoup de questions. C'est un des piliers qui va nécessiter de repenser l'organisation des entreprises, de renforcer ces processus, parce que finalement, on ne peut pas maîtriser les risques et se protéger si on ne sait pas avec qui on travaille, avec qui nos fournisseurs travaillent, qui sont les fournisseurs de nos fournisseurs, et pas seulement comment ils travaillent, mais où ils sont. Donc on parle beaucoup de risques systémiques, et c'est un volet qui, pour Mastercard en tout cas, va nécessiter quelques transformations et quelques questions, et de s'équiper aussi en solutions technologiques qui aujourd'hui n'existent peut-être pas ou doivent être renforcées. Effectivement, la maîtrise complète de la chaîne et de la chaîne de nos fournisseurs. Sans transition sur DORA, en tout cas, la question suivante qui sera adressée à tous, c'était pour vous, quel est le rôle des institutions financières et puis quel type de solutions peuvent être apportées à leurs clients? Et je démarrerai avec Franck, si vous voulez bien. Franck, excusez-moi, Frédéric. Je regardais dans ce sens-là. Frédéric, je vous en prie, pardon. Merci. Donc, juste pour rappeler effectivement ce qui a été dit là, c'est très juste concernant DORA, ça va renforcer, sachant que les contrôles existent déjà. Donc, dans une banque, on est régulé, donc la CPR, la BCE, donc ces reporting et ces contrôles, on les fait déjà. Donc, on les présentera sûrement d'une autre forme, on consolidera, mais c'est clair que ça va impacter et ça va rajouter du contrôle. Donc, nos clients en interne, ils viennent chercher ce contrôle qu'on fait et l'expertise. Quand on regarde, si on se projette un peu, c'est clair que l'organisation va bouger aussi pour réagir et être très réactif par rapport à ces mouvements. Maintenant, on n'a pas attendu la réglementation. Il ne faut pas attendre la réglementation pour bouger parce qu'il est trop tard. Elle est souvent la réglementation en réaction ou en prévention certaines fois, mais souvent quand même en réaction. Merci beaucoup. Justement, Franck. Je vous en prie. Alors je vais être assez pragmatique. C'est le comment, effectivement. J'ai compris. Non, mais pour le coup, notre positionnement, il est plutôt assez simple. C'est que lorsqu'on a un dirigeant d'entreprise et qu'on l'accompagne, savoir s'il doit acheter un antivirus ou s'il doit finalement s'équiper ou autre, c'est pas vraiment son sujet. Sa question, c'est par où commencer et puis combien ça va lui coûter. Enfin, c'est deux questions pour le coup. Et là-dessus, comment nous, pour le coup, sur le terrain, on accompagne les petites et grosses entreprises, hein, c'est de se dire, on va d'abord s'intéresser à son business et de le sensibiliser sur finalement ses risques. Donc il y a vraiment un volet finalement sensibilisation. Ensuite, on va essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc il y a un volet évaluation et diagnostic, comme un médecin finalement. J'aime bien l'analogie avec les médecins. Et puis une fois qu'on va discuter avec le dirigeant, on va essayer de comprendre ce qui peut lui faire peur sur son business, en quoi demain tout pourrait s'arrêter, et avec quoi. Et on va lui expliquer rapidement, concrètement, par où commencer, sous 3 mois, sous 6 mois. Ça finalement, c'est dresser avec lui à ses côtés une feuille de route. L'idée, c'est pas un peu comme un coach, hein. L'idée, c'est de l'accompagner sur des choses pragmatiques et sur le terrain. Et le volet sur en quoi finalement une banque peut aller encore plus loin, parce que je pense que c'est intéressant, parce que pour le coup, je suis en train de vous vendre la thématique d'une boîte de conseil, c'est que on a une capacité aussi à comprendre déjà les nécessités de financement, que ce soit de notre côté, mais également récupérer peut-être des aides. On évoquait les aides de la région, on parlait du chéquier cyber, on parle d'autres aides. L'idée, c'est d'accompagner nos clients aussi sur cette thématique qui est plus financière et qui n'est pas forcément facile à atteindre lorsqu'on n'est clairement pas du métier et qu'on n'a pas forcément le temps. Lorsqu'on dirige l'entreprise, le sujet de la cybersécurité, ce n'est pas forcément la priorité des priorités. Voilà. Merci beaucoup. Et bien justement, côté institution financière, acteur privé, Rodolphe.
Ouais, un petit complément, effectivement, dans un groupe comme le Crédit Agricole, comme vous l'avez compris, on est capable de gérer ce même type de sujet de façon très différente et ça amène évidemment beaucoup de richesse et de variété. Et ça tombe bien, on a suffisamment de clients pour que chacun puisse y trouver son compte. À nous de bien savoir préqualifier la maturité de ses clients pour leur amener les meilleures solutions en face. Ça, c'est le job de l'équipe de Smart Business et du réseau entreprise des chargés d'affaires de le détecter comme il faut. Par rapport à notre rôle, finalement, nous, on a pris le sujet dans une logique plus globale au démarrage. C'est-à-dire la cybersécurité n'est que une des verticales de l'ensemble des transformations qui doivent avoir lieu, sur lesquelles on souhaite amener une accroche stratégique aux côtés de notre client et nouer le dialogue stratégique de ces transformations avec un grand T et un petit S, qu'elles soient digitales, environnementales, sociétales, humaines, que sais-je. Et c'est comme ça que Smart Business, on en a fait un centre de profit utile à la transformation de nos clients et utile côté banque pour être les mieux placés ensuite pour financer les CAPEX et les OPEX de cette transformation en avance de phase. Et regarder nos clients dans une logique plus proactive, visionnaire, que dans le bilan passé comme on le fait régulièrement pour l'analyse de nos dossiers de crédit. Et donc on se retrouve face à ça avec une stratégie finalement qu'on a identifiée sous forme de 4 lettres qui sont SAVE, S-A-V-E. S comme sensibiliser, Franck l'a bien expliqué, il y a plein de façons de l'imaginer, si ce n'est qu'on est en face de nous avec ce que j'appelle moi des Donald ou des Greta, si on prend la thématique du green, mais elle est valable pour la cyber, et des gens qui sont un peu au milieu de tout ça finalement là-dedans. Et donc c'est notre rôle finalement d'identifier ça et de dire aux Greta de pousser plutôt la carotte de bah voilà, tu as déjà plein de solutions, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, au passage de prendre les bonnes et puis de les incorporer dans notre propre écosystème, et sur les moins bonnes, de lui pousser les bons acteurs pour qu'il aille plus vite finalement vers la bonne pratique. Quand on a ensuite des Donald en face de nous, et il y en a beaucoup, Donald Trump, hein, pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement, là, il faut leur faire comprendre qu'en fait, en ne s'intéressant pas au sujet, ils sont en train de dévaloriser leur actif sans même parfois en avoir pris conscience. Et quand on a ce discours-là, en plus de tiers de confiance, comme le disait Franck, et qu'au passage, sur la partie carotte et bâton, là, cette fois-ci, on commence à intégrer ces sujets-là de la cybersécurité, ce qui manquait un peu pour aller plus loin et être vraiment une banque moderne du monde d'après, dans les process d'octroi de crédit, en prix d'abord, et puis demain en montant, pas de bras, pas de chocolat. À un moment donné, ça devient beaucoup plus légitime pour un chargé d'affaires de s'incarner dans ce banquier conseil de la transformation, finalement, que ce qu'on souhaite faire. Et donc, par rapport à ça, il suffit ensuite de labelliser ses partenaires tiers. J'en ai cité quelques-uns, je pourrais en avoir d'autres. On a une dizaine aujourd'hui sur Smart Business et on reste en veille sur l'ensemble des univers de transformation. Si vous avez des bonnes idées, je suis présent après un peu quelques temps dans l'échange. Vous êtes aussi dans une logique de simple prescription. C'était notre souhait de ne pas avoir à date une offre by LCL. Peut-être qu'un jour ça viendra aussi, mais qui permettent aussi d'alléger le dispositif au sens où le client il est libre de faire affaire avec les partenaires que vous allez lui amener ou de ne pas faire, et finalement c'est pas ça le plus important, l'important c'est qu'il fasse. Effectivement, donc une démarche d'avantage et de pénalité vis-à-vis de vos clients. Très bien, très clair. Dounia, pour vous, quelles solutions peuvent être apportées à vos clients ? Alors, nous, Mastercard, on intervient sur 2 volets. Il y a le volet sensibilisation, j'en ai parlé un peu, j'y reviendrai après. Il y a le volet technologique. Un exemple, parmi d'autres, mais qui a été conçu particulièrement à destination des TPE, c'est ce qu'on appelle le Mastercard Trust Center, qui est disponible depuis le site mastercard.com, qui va permettre finalement déjà de s'approprier une culture de la cybersécurité, parce que bien se défendre, ça nécessite déjà de bien s'informer, et c'est finalement cette culture de la cybersécurité, elle n'est pas le fait que de techniques, il y a des gestes d'hygiène très simples à adopter et qui permettent de réduire de près de 80% les risques cyber. Donc c'est très important de pouvoir aller mettre en place ces petits gestes de routine, en fait, d'hygiène informatique qui sont à la portée de tous. Et cette plateforme Mastercard Trust Center va permettre finalement, en fonction de la maturité de l'entreprise, d'aller, donc il y a 3 grands niveaux de maturité, d'aller accéder gratuitement à un contenu pédagogique dédié en fonction du niveau de maturité, en fonction de si je suis novice, je n'ai pas de responsable IT ou d'expert particulier, je veux à minima avoir le strict minimum pour me protéger, ou j'ai déjà un certain niveau de ressources et je veux avoir davantage d'expertise, ou je suis à la pointe. Voilà, il y a différentes maturités, et ça, je pense que c'est un premier outil qui est à disposition des entreprises. Un deuxième exemple va être
tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la gestion des risques TPRM, Third Party Risk Management. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose et qui va permettre d'aller en fonction des besoins, d'adresser soit vraiment les risques cyber via des scans de vulnérabilité, quel est mon niveau d'exposition aux risques cyber du fait simplement de ma présence en tant que commerçant, en tant qu'entreprise sur le site, sur le web, juste à partir d'une simple adresse URL. C'est un exemple, mais au-delà de ça, il y a aussi l'exposition au risque de manière plus holistique. Ça, c'est quelque chose notamment que l'on propose aux entreprises d'un peu plus grande taille, qui va permettre de savoir quel est le niveau des risques, non seulement sur le volet cyber, mais sur d'autres volets, tels que les volets de sanctions, les risques RSE, opérationnels, financiers. Et donc, c'est une vue holistique, finalement, en une notation agrégée, de savoir, finalement, qui parmi mes partenaires et les partenaires de partenaires sont le plus exposés au risque et d'entreprendre les actions à avoir, à mettre en place. Et enfin, on a aussi, sur le volet, encore une fois, partenariat, donc sensibilisation, partenariat public-privé. Un exemple est le lancement de la campagne inédite sur les réseaux sociaux avec le Fraud Fight Club, qu'on a lancé en partenariat d'ailleurs avec Cybermalveillance, un certain nombre d'acteurs privés, mais aussi Crédit Agricole et LCL, qui est un exemple typique de collaboration, de partenariat privé-public et qui avait vraiment pour but et pour vocation de sensibiliser les jeunes de 25 à 35 ans sur les risques de manipulation, l'ingénierie sociale et d'adopter les bons réflexes. Et ça, c'est typiquement aussi un volet de sensibilisation sur lequel on travaille au-delà des aspects technologiques. Effectivement, merci beaucoup pour le partage des 3 aspects très, très factuels. Laurent, côté cybermalveillance, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Que rajouter après ce bel éventail de solutions ? Non, moi, comme je l'ai dit, je ne suis ni économiste ni financier. Simplement, je côtoie assez régulièrement les chefs d'entreprise. Et un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a la tête dans le guidon de 8h du matin jusqu'à 22h le soir. Et 22h, il finit pas trop tard. Les institutions financières, et le mot a été dit, et je pense qu'il est vraiment bon, représentent des tiers de confiance qui participent activement à la vie et à la pérennité d'une société et à son activité. À ce titre, pour moi, elles peuvent avoir en tout cas deux actions importantes, un rôle de modèle déjà et un rôle d'incitateur. Pour 3 choses qui me semblent essentielles aujourd'hui dans la vie d'une entreprise en matière pour mieux monter en maturité en matière de sécurité numérique. La première, c'est effectivement inciter le chef d'entreprise à s'informer. Quelles sont aujourd'hui les attaques ou les modes opératoires, alors sans tomber dans les acronymes et les anglicismes à perte de vue, mais dans un vocabulaire simple et accessible, quelles sont les attaques qui menacent le plus aujourd'hui mon activité ? Deuxième point, comment me sensibiliser et surtout comment sensibiliser mes collaborateurs. On l'a vu ensemble, on dit souvent, j'aime pas tellement cette expression parce que je pense qu'elle est un petit peu faussée, que la vulnérabilité est entre la chaise et le clavier. L'humain est la première cible des attaquants. Parce qu'effectivement, les attaquants sont aussi des feignants et il est beaucoup plus simple pour eux de forger un mail qui va être stressant et qui va duper un utilisateur qui a une mauvaise culture numérique que de s'attaquer à un dispositif technique qui a été certifié par l'ANSSI. Donc effectivement, comment aujourd'hui, moi, chef d'entreprise, puis-je sensibiliser avec une méthode, avec des outils, mes collaborateurs pour essayer de combler effectivement cette fragilité humaine et augmenter ma résilience et ma sécurité globale. Et enfin, 3e point, être accompagné par un professionnel de la cybersécurité. On l'a évoqué également. Tout prestataire informatique en matière de support n'est pas forcément un spécialiste en matière de remédiation et de réponse à incidents. Nous, c'est dans cette optique que Cybermalveillance GouverFR a lancé un label en 2021, le label Expert Cyber, afin de mieux accompagner les entreprises, les collectivités et les associations dans le cycle de vie de la cybersécurité, avec une expertise vérifiée et validée par l'AFNOR. Donc je pense que pour ces 3 points, les instituts financiers ont effectivement un rôle de communication, d'incitation et de porter à la connaissance du chef d'entreprise l'existence de ces ressources et de ces outils. Merci beaucoup, c'est effectivement très exhaustif. Peut-être Franck, Frédéric, Rodolphe, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose de complémentaire par rapport à l'accompagnement que vous avez de vos clients ? Peut-être un mot sur le comment. Le comment, on ne le donne pas tout le temps, parce qu'évidemment, le fait de dire comment on réagit, on donne de l'information. Mais c'est très vrai que sur l'usage et l'humain, c'est important.
typiquement dans la relation client, quand on prend sur la relation client, dans des situations de stress, on est capable de scripter des questions types, des comportements types, et d'aider donc l'interlocuteur qui est en support du client pour dire bah tiens, là il est en train d'aller vers une tentative de fraude, et on sait mettre fin à un appel. Il faut aussi savoir mettre fin à un appel et alerter et prévenir. C'est très très important pour éviter que ça s'enchaîne et que ça s'amplifie. Ouais, peut-être un dernier mot. Moi, j'appellerais aussi un peu de mes voeux. Comment dire ? Il y a une forme d'omerta finalement sur ce sujet de l'incident cyber. Et ça nous fait un peu défaut à tous, quoi. C'est peut-être un des rares sujets sur lesquels on n'arrive pas à avoir de base commune, de data commune. Et donc de travailler sur ces sujets de modélisation, de data. Parce que quand l'incident arrive, ben, en fait, tout le monde en a un peu honte. Et donc le cache. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on risque la triple peine de l'amende de la CNIL en plus, qui, une fois qu'il aura vérifié qu'on n'avait pas fait le job de protection en amont, va venir renforcer la peine qu'on avait déjà financière et la peine humaine que ça a apporté au passage. Et donc, je pense qu'on aurait probablement un intérêt commun à travailler sur une base de données un peu commune des incidents, notamment en liaison avec la CNIL. Je ne sais pas si c'est un projet qui est aujourd'hui en réflexion ou pas, mais que pourrait porter aussi, je pense, France Innovation derrière, parce que c'est une notoriété publique et ça servirait la cause à la fois des acteurs ici de l'innovation et des acteurs en place qui doivent faire aussi finalement ça de leur côté, sans moyens, et là c'est la cause commune d'une database commune qui aura la puissance derrière pour mieux protéger l'ensemble et travailler finalement comme les hackers travaillent aussi plus connectés, plus entre nous. Je rejoins tout à fait l'approche et le besoin. On manque d'informations, et je pense qu'on est tous des financiers aussi. Arriver à modéliser combien peut nous coûter, on va dire, une cyberattaque massive sur 10% des entreprises du territoire dans les 5 ans, que ce soit entreprises, collectivités territoriales, associations, même des particuliers, ça serait intéressant parce que peut-être qu'il y a un sujet qui se cache derrière, c'est encore combien de temps on peut s'assurer. Ça, c'est un autre sujet. Je pense que ce sera un autre sujet, un autre débat, mais quand on prend un peu de hauteur, on est quand même à un changement de paradigme où on pensait que ça arrivait qu'aux autres et on voit que ça arrive à tout le monde. Et les premiers touchés font peut-être, on va dire, affecter plus fortement l'économie, en tout cas plus que prévu. Voilà. Je finirai là-dessus. Après, je vais jamais faire peur à tout le monde. Alors généralement, je fais ça en début d'intervention. Pas forcément à la fin. Un message non, mais d'espoir. après, je finirai juste sur un mot plutôt positif, c'est que moi je crois beaucoup au collectif. Et il y a, alors je ne sais plus qui l'a cité, mais j'aime bien cette citation, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors c'est beau, ça fait sourire tout le monde, mais moi j'y crois beaucoup. La cybersécurité, c'est pas l'affaire juste d'une boîte de prestataires ou de spécialisés ou de banques ou je ne sais quoi. C'est si on ne fait pas tout ce mouvement, je pense qu'on n'y arrivera pas, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Laurent, Dounia, est-ce que vous aviez encore un élément à apporter ? Ouais, je crois que tout a été dit. Peut-être juste pour compléter, je crois que moi je suis d'une nature assez optimiste. Je crois que les grandes transformations ont toujours apporté aussi, apportent beaucoup d'opportunités, apportent des risques aussi, mais beaucoup d'opportunités. On en a parlé un peu en introduction avec tout cet écosystème de start-up qui sont là pour aider, pour apporter des solutions et aider aussi à cet écosystème. Il ne faut pas qu'on les oublie. Il ne faut pas qu'on oublie aussi quelque part l'expérience utilisateur. Nous, c'est un principe qui nous guide chez Mastercard. Il faut bien évidemment la sécurité, oui, mais pas au sacrifice de l'expérience utilisateur, pas au sacrifice de l'innovation. Il y a des choses qui sont possibles, mais ne pas oublier quelque part que ça peut être aussi un excellent accélérateur, tous ces enjeux et ces challenges, pour innover et pour faire en sorte que tout ce qu'on peut proposer ne vienne pas entraver quelque part l'innovation et l'expérience utilisateur. Bien sûr. À mon niveau, je dirais deux choses qui me semblent vraiment capitales. Importance de jouer collectif, ça a été dit. Et importance également de protéger aujourd'hui ce tissu entrepreneurial, garant de notre pouvoir d'innovation en France, et puis aussi un beau réservoir d'emploi. Parce que concrètement, la cyber, ça peut amener à des licenciements.
c'est des gens qui se retrouvent sur le carreau, des chefs d'entreprise qui mettent la clé sous la porte. Alors pour pas finir sur une note anxiogène, parce que c'est vraiment pas dans l'esprit de cybermalveillance.gouv.fr, voilà, donc très important de privilégier, et ça a été dit, les partenariats privés, publics, à l'image de ce magnifique campus cyber, à l'image de la campagne de com que nous avons menée avec Mastercard pour le Fraud Fight Club, qui défend vraiment l'intérêt général et la protection du grand public. Des choses similaires peuvent être faites pour les entreprises. Donc collectif et importance de ce tissu. Merci beaucoup. Effectivement, pour dire deux mots, en tant que modérateur, ce que j'ai entendu aujourd'hui, même en introduction, c'était le collectif, c'était la collaboration, c'était la participation et pour beaucoup l'échange de données. En introduction, on a parlé des CSIRT régionaux dans les collectivités. Ça aura sûrement un rôle à jouer là-dedans. L'ensemble des acteurs doivent jouer collectivement, c'est sûr, pour sécuriser l'ensemble de la chaîne, l'ensemble de l'écosystème financier. C'est important, on a tous ce rôle à jouer. Et puis les grandes entreprises qui ont déjà une certaine maturité autour de la cybersécurité doivent accompagner aussi celles qui démarrent, les startups. Et on le voit en tout cas dans ce type d'événement que l'action, le dynamisme va bien dans ce sens-là. Donc je voulais finir avec ce point-là. Collectivement, on va pouvoir y arriver grâce à ces événements et à ces échanges. Merci à tous. C'était un challenge de tenir ces quelques minutes ensemble avec 5 intervenants de qualité qui méritent encore plus de temps pour détailler tous les sujets. Merci d'avoir joué le jeu et puis on rend la main pour la suite. À très bientôt. On a peut-être le temps pour une ou deux questions, s'il y a des personnes dans la salle qui veulent poser des questions. Pardon Rodolphe, on te fait faire marche arrière. Monsieur, attendez, je vais vous ramener le micro. Bonjour, Paul Labic, chercheur au Beta. J'aurais deux questions à l'intention de Madame Bacal et Monsieur Bernard. Enfin, c'est la même question. Monsieur Verdier a précisé qu'effectivement, il y avait la nécessité de protéger les PME, qui aujourd'hui sont les seuls opérationnellement à porter le coût des échecs. N'avez-vous pas l'impression qu'en déplaçant par la carotte, par le bâton, en déplaçant cette responsabilité supplémentaire non assurable du risque de vous, opérateurs financiers, vers les PME, vous vous débarrassez du problème très respectueusement, un peu à la façon, comme vous l'avez dit, Madame Bacal, comme on l'a fait pour la RSE. On ne peut pas gérer les problèmes de RSE au niveau de l'État, c'est normal, donc l'entreprise en est responsable, et je vois un schéma comparable avec ce que vous avez annoncé sur l'arrivée du bâton, alors qu'aujourd'hui il n'y avait que de la carotte, si on veut, puisqu'on supposait une forme de naïveté chez la PME, bien évidemment victime. Peut-être tu m'autorises à démarrer. En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du bâton qui arrive. Peut-être ça peut faire peur, et désolé si j'ai eu cette image-là, qu'elle vous est parue anxiogène. La carotte, elle ne va pas se passer du jour au lendemain, elle ne va pas forcément amener à de l'exclusion de quoi que ce soit. On est assureur sur la cyber, on va le rester, on n'a pas vocation à quitter ce marché-là. Au contraire, on a vocation à faire passer la part de marché qui doit être de 2-3% aujourd'hui sur les PME à 99% sur les PME demain. Et ensuite, avant d'aller vers à un moment donné un modèle exclusif ou d'exclusion, évidemment, on va travailler les solutions parce que l'objectif, c'est pas de nous défausser sur nos clients, mais bien au contraire de les protéger le plus possible et de leur trouver les solutions concrètes. Si à un moment donné, par contre, à l'inverse, on a des clients qui n'entendent pas les voix de notre sensibilisation, alors effectivement, on n'est pas les seuls sur le marché à faire de l'assurance, on n'est pas les seuls à faire appel au financement derrière, etc. Je veux dire, le client, ensuite, nous aussi, on sera libre de la relation qu'on veut avoir avec ces clients-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vision prospective de nos clients que ça nous permet d'avoir un projet comme Smart Business, c'est qu'on regarde les bons chasseurs et les mauvais chasseurs de demain, quoi, finalement, par l'aspect de prévention et de préparation que eux-mêmes amènent derrière. Si ensuite, collectivement, on a un trou dans la raquette, comme le disait Franck ensuite, sur notamment le modèle d'assurance, alors il faudra qu'on travaille tous ensemble, pouvoir public inclus, pour qu'on trouve une péréquation du risque derrière qui permette derrière aux assureurs de faire le job, quoi. Mais on est là pour ça et on le construit tous les jours avec les clients. Oui, pour compléter peut-être, alors
sur le fait de transposer, non, je pense que de toute façon, il y a une réalité. Hein. La réalité, c'est que les TPE-PME, il y a eu quelques chiffres en introduction, hein, 50% des TPE-PME sont touchés par les cyberattaques. Il y a une réalité qui est là, et quelque part, c'est un travail effectivement collectif, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si je fais le parallèle dans le monde du paiement, par exemple, avec notamment l'authentification forte, aujourd'hui, qui a permis vraiment de réduire la fraude de façon assez importante. Il continue à y avoir de la fraude encore aujourd'hui, et on a des commerçants, même de petite taille, qui nous disent mais moi, je veux garder le contrôle sur l'expérience de paiement du début à la fin. Comment faire? Je veux ne pas forcément m'appuyer uniquement sur des solutions de tiers, et je veux pouvoir m'équiper. Et je crois que c'est un peu la même démarche ici qu'on a, de sensibiliser et de vous sensibiliser pour vous rendre le contrôle aussi, vous dire qu'il y a des choses qui sont à votre main, qui sont faciles, qui ne sont pas si complexes à implémenter, et qui vous permettent de vous protéger et de mieux vous armer, parce que vous êtes aussi la porte d'entrée d'ailleurs pour des attaquants, des fraudeurs. Vous êtes aussi une porte d'entrée pour aller atteindre des entreprises plus grandes. Donc quelque part, vous allez de toute façon effectivement devoir vous renforcer, parce que c'est quelque chose qui va être regardé de plus près. Donc voilà, j'ai envie de dire, peut-être ma devise, c'est aussi une façon pour vous de garder le contrôle. On peut le voir aussi, on voit le verre à moitié plein ou à moitié rempli, on peut le voir de cette façon-là. Merci beaucoup. Effectivement, c'est le message que l'on veut faire passer. C'est un message positif d'accompagnement, de sensibilisation. Les attaques montent vis-à-vis des TPE, PME, ETI, et donc elles doivent se protéger, et les acteurs de l'écosystème financier peuvent tout à fait avoir un rôle actif et positif dans ce cadre-là. Je vous remercie à tous. On peut les applaudir encore une fois.